Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve pour parler une nouvelle fois de Staple, avec aujourd'hui d'abord une partie plutôt combo et monstre lien, vous l'avez vu sur la miniature, on parlera notamment d'Alkifibrax ou encore Accès-Coder, et ensuite plusieurs effets de type Floodgate ou similaire, et là aussi vous l'avez vu, on abordera enfin Mine Mystique, mais j'en profiterai pour parler de manière plus large des actions qu'on peut faire en end-phase, comment on gère la priorité, qui doit faire quoi d'abord, etc. Commençons ceci dit par une des stars de cette année, Alkifibrax Crystron. Tout d'abord, le synthoniseur qu'il invoque ne peut pas activer ses effets ce tour, mais cette phrase est assez mal comprise. On rappelle qu'un monstre qui quitte le terrain, ou qui passe face verso puis recto à nouveau, est alors débarrassé de ce genre de restrictions. Du coup, c'est pour ça que vous pouvez invoquer des synthoniseurs qui ont des effets dans le cimetière, et vous en servir le même tour. C'est tout l'intérêt. Ensuite, vous n'êtes pas sans remarquer que son effet rapide ressemble à celui de Formule Synchronique. Et justement, il y a une interaction possible entre ces deux cartes, un combo que je vais détailler, car ça va vous rappeler déjà le Fast Effect Timing, et puis on va voir un petit peu comment faut gérer la chose. Alors en effet, ces cartes elles ont une synergie assez évidente, puisqu'on peut bannir Alki pour invoquer Formule, et puisque ce sera compté comme une invocation synchro, son effet de pioche pourra être activé. En revanche, cet effet est un déclencheur rédigé en lorsque vous pouvez. Donc, ça ne peut être activé que si son invocation synchro est la dernière action à s'être produite avant le début de la chaîne où on va activer l'effet de Formule. Par conséquent, il faut que Alkifibrax soit Chainlink 1 pour qu'il se résolve en dernier, et donc invoque Formule au dernier moment de la chaîne. Mais là se pose un problème, il faut activer cet effet durant le tour adverse. Donc comment l'activer en Chainlink 1 ? Eh bien, c'est un faux problème, car sur la charte, vous pouvez lire qu'après chaque chaîne, il est possible d'en construire une nouvelle, avec soit des effets déclencheurs, s'il y en a, mais même de manière plus libre avec des effets rapides. Donc mettons, votre adversaire commence sa main phase et il active une simple carte magie. Vous pouvez la laisser se résoudre, voir ensuite si un joueur a un effet déclencheur, mais s'il n'y en a pas et que l'adversaire ne veut pas activer non plus d'effet de Spell Speed 2 ou 3 dans une nouvelle chaîne directement, alors cette priorité vous revient, et là vous pouvez activer l'effet d'Alkifibrax, et il sera donc le Chainlink 1 de cette nouvelle chaîne. Alors, c'est une astuce à ne surtout pas oublier, parce que, effectivement, comme ça, on peut partir d'une simple activation de carte magie, et avoir plusieurs chaînes comme ça, qui vont justement s'enchaîner, et ce, avant de pouvoir revenir à un game state ouvert, de là dont on est parti. Donc oui, ça peut durer très longtemps. Mais passons maintenant à un autre monstre lien, souvent présent dans les mêmes combos qu'Alkifibrax, Bête Fantôme Mecha Auroradon. Il est intéressant de noter qu'il vous dit d'invoquer 3 jetons, et pas maximum 3. Ça veut dire deux choses, on peut pas activer l'effet si on n'a pas au moins 3 zones monstre main de libre, et quand on résout son effet, eh bien, si entre-temps on n'a plus au moins 3 zones main libres, eh bien on invoque rien. C'est 3 ou rien, à l'activation comme à la résolution. Aussi, la restriction qui vous empêche d'invoquer par lien fait partie intégrante de l'effet, c'est dans la même phrase, donc sur ce coup il n'y a aucun doute possible, et ainsi, si cet effet est annulé, vous n'êtes pas restreint par la suite. Et quant à son deuxième effet, vous pouvez sacrifier 1, 2 ou 3 monstres pour appliquer l'effet correspondant. Vous lisez bien que ce n'est pas cumulatif, si vous sacrifiez 3 monstres, vous n'aurez que l'effet pour les 3 monstres, pas l'effet 1 ni l'effet 2. Mais là aussi c'est important de noter que vous pouvez sacrifier Auroradon lui-même. Il peut faire partie des sacrifices que vous faites, 1, 2 ou 3, et l'effet il se résoudra sans problème. Alors encore un monstre lien, et pas des moindres, puisqu'on va quand même parler d'Accès-Coder bavard. Vous ne pouvez répondre à aucun de ces deux effets, ce qui veut dire que si le chaining de son effet c'est le dernier actuellement dans la chaîne, alors son adversaire ne peut rien activer en réponse. En revanche, si votre adversaire met son effet Chainlink 1 et qu'il active ensuite autre chose en Chainlink 2, donc qu'il chaîne à son propre Accès-Coder, là, vous pouvez mettre votre Chainlink 3, puisque à ce moment-là, vous répondez au Chainlink 2, donc vous répondez pas à Accès-Coder. Ne pas pouvoir répondre à un effet, c'est ne pas pouvoir être en chaîne directe. C'est pas la même chose que de ne pas pouvoir activer quelque chose pendant une chaîne entière précise. Et d'ailleurs, justement, à son invocation,
le joueur va certainement avoir plusieurs effets déclencheurs à activer, et du coup, il essaiera de mettre Accès Coder en dernier bloc. Comme ça protégera tous les autres Chain Link. En revanche, on n'est pas condamné à devoir directement subir son autre effet, l'effet de destruction, puisque là aussi, même chose qu'au début de la vidéo, après une chaîne, on peut toujours en construire une autre avec des effets rapides. Et donc, on peut activer un effet pour annuler les effets d'Accès Coder dans la chaîne qui suit celle où il a boosté son attaque. Vous répondez directement à cette chaîne-là, on n'est pas encore revenu dans la case A du schéma, qui est la seule case à partir de laquelle un joueur peut décider d'activer un effet d'ignition. Et son effet de destruction, c'est un effet d'ignition. Donc là, il y a justement un coup à jouer en activant quelque chose entre les deux effets, après son invocation, mais avant qu'il puisse détruire quoi que ce soit. Ainsi, c'est ici qu'il faut essayer de placer des effets comme celui d'Inifini par exemple, pour annuler les effets d'Accès Coder, ce qui fait qu'il sera relativement inoffensif par la suite. Car en effet, vu que son effet vise à le booster lui-même, son attaque, et qu'il ne peut pas du tout toucher à ce qu'il y a autour, eh bien si vous annulez ces effets, ce boost-là disparaîtra. Et oui, c'est un effet persistant, c'est pas genre un effet continu, mais vu qu'il se booste lui-même, eh bien s'il a ses effets annulés, il perd cette capacité à avoir son propre boost à lui, puisque du coup c'est lié intégralement à son effet. C'est assez technique, mais par exemple si vous voulez un cas différent, on a le dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, qui a un effet qui touche à la fois un monstre adverse et lui-même. Donc si lui, il a ses effets annulés, ni lui, ni le monstre en face ne perdront leur modification d'attaque. Alors c'est vrai que pour le coup, effectivement, il ne se booste que lui, mais c'est un effet qui touche à la fois à son attaque à lui et à un autre monstre. Donc on part de cette logique-là, et si vous annulez ces effets, le buff et le debuff, ça reste. C'est bien expliqué dans un ruling officiel, et c'est la même chose avec le dragon épée Borel. Même style d'effet, pas activé au même moment, c'est vrai que c'est pas le même type d'effet, mais le but de l'effet, finalement c'est extrêmement similaire, et ça va suivre du coup la même règle. Si vous annulez les effets d'épée Borel, ça n'enlève ni son buff, ni le debuff adverse. Enchaînons directement sur un autre monstre Cyberse avec Exceed Parallèle. Premièrement, si vous avez lui et Salamangrande Gazelle en main, vous ne pouvez pas activer leurs effets déclencheurs, qui visent donc à s'invoquer eux-mêmes spécialement depuis la main, dans une seule et même chaîne. C'est une règle qui concerne exclusivement le cumul de ce genre d'effets déclencheurs, et donc effectivement juste les effets déclencheurs. C'est pas la même chose avec des effets rapides, c'est pour ça par exemple que vous pourrez avoir plusieurs Lycoris dans une même chaîne, parce que ça c'est un effet rapide, donc ça n'a rien à voir. Donc si vous avez les deux en main, il va falloir faire un choix. Et ensuite, si vous invoquez par lien avec Périoformat, vous pouvez aller tuto Exceed directement depuis votre deck, ce qui est bien pratique, mais ça ne vous permettra pas pour autant de l'invoquer dans la foulée. Alors pourquoi ça? Eh bien, voyons les choses dans le bon ordre. Vous invoquez par lien en utilisant Périoformat. Vous avez donc une opportunité d'activer des effets en réponse à cette invocation. Et vous avez donc l'effet de votre Périoformat puisqu'il a été utilisé comme matériel lien. En revanche, vous allez résoudre son effet et ajouter Exceed. Mais vous ne pouvez pas démarrer une deuxième chaîne avec ce dernier, puisque vous ne répondez plus à l'invocation lien. Tout au plus, vous répondriez à l'ajout d'Exceed depuis le deck à la main. Mais on n'est plus dans la chaîne de réponse à l'invocation. Il faudra donc refaire une invocation lien pour invoquer Exceed. Et d'ailleurs, un peu comme Accès Coder, si un Exceed invoqué via un de ses effets est sur le terrain, et a donc ses stats divisées par 2, eh bien si on annule ses effets, il repasse au niveau 8 et avec 2000 d'attaque-défense. Et il n'aura pas ses stats recoupées en deux quand il retrouvera ses effets. Là aussi c'est pareil pour Accès Coder. Le boost il est perdu définitivement. Un monstre X6 qu'on peut faire avec Exceed, eh bien c'est Bagooska. Et il a un effet particulièrement mal intégré par les joueurs, alors qu'il reste assez explicite dans sa formulation selon moi. On lit donc: tant que cette carte est en position de défense face recto, changez tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense, et aussi annuler les effets activés des monstres qui étaient en position de défense lorsque leur effet a été activé. Cette dernière partie vous dit bien qu'on annule un effet de monstre
uniquement si ce dernier a été activé pendant que le monstre était en position de défense. Ça veut dire que même si un monstre a activé un effet et s'est sacrifié pour payer le coût d'activation, eh bien s'il était en position de défense quand ça a été fait, alors l'effet sera quand même annulé. On rappelle qu'un effet se résout là où il a été activé, donc ici, sur le terrain. Donc le monstre l'y a activé alors qu'il était en position de défense. Et cet effet de Bagooska est appliqué quand on devrait résoudre l'effet activé. Donc c'est un effet continu qui ne s'applique qu'à la résolution, et pas dès l'activation de l'effet en face. Ça veut dire que si un monstre active son effet alors qu'il est en position de défense, et qu'on chaîne pour invoquer Bagooska en défense, alors du coup on va d'abord invoquer Bagooska, et ensuite on va aller pour résoudre l'effet du monstre en face, sauf que Bagooska il est sur le terrain, il applique donc son effet continu, et il voit qu'on va essayer de résoudre un effet qui a été activé par un monstre qui était en défense. Et donc du coup, cet effet, il va être annulé. Aussi, dans le cas où un monstre est invoqué et a un effet continu qui entre en conflit avec Bagooska, que se passe-t-il? Eh bien en fait, je dis ça pour justement vous expliquer en quoi l'exemple que je vais prendre, Necros d'Unicorps, n'est pas un cas de conflit. Bagooska applique son effet dès que le monstre touche le terrain. Mais Unicorps annule les effets des monstres invoqués depuis l'extra deck dès qu'il touche le terrain lui aussi. Le fait est que ces deux effets ne rentrent pas directement en conflit. En soi, ils peuvent cohabiter. Donc, si votre adversaire contrôle un Bagooska invoqué depuis l'extra deck et que vous invoquez Unicorps, son effet sera appliqué en priorité et donc Bagooska sera annulé. Unicorps restera donc en attaque. C'est différent d'un cas comme absorption de compétences contre le Faucon Ultime, où l'un annule tous les effets de l'autre, tandis que l'autre, il n'est pas affecté par l'effet qui va l'annuler. Là, il y a un véritable conflit. Donc c'est l'effet qui était déjà appliqué avant qui prend le dessus, parce qu'il faut bien en choisir un. Un faucon invoqué alors qu'absorption est actif aura directement ses effets annulés et n'aura pas son effet continu de protection. Et pour finir sur Bagooska et absorption justement, eh bien sa première phrase c'est un coup de maintenance, donc ça n'est jamais annulable. Même si les effets de Bagooska sont annulés, vous devez quand même détacher. Ce n'est pas un effet et encore moins un effet qui s'active. C'est une action qui se réalise à un moment durant la stand-by phase et qu'on doit faire avant de pouvoir passer en main phase 1. C'est tout. On peut le faire n'importe quand dans la stand-by phase, mais vu que c'est obligatoire, eh ben, il va falloir s'y coller un moment ou un autre avant de passer en main phase 1. Et là, on va pouvoir progressivement enchaîner sur un gros point qui couvrira toute la fin de la vidéo avec les effets ou actions à réaliser en main phase, qui ne sont pas différentes de celles en stand-by phase, justement. C'est pas vraiment différent en fait pour toutes les autres phases, si ce n'est on va dire la main phase, et la battle phase à moitié, elle a quand même une structure beaucoup plus dense que les autres, mais c'est vrai que pour tout ce qui est draw phase, stand-by phase et end phase, là c'est quasiment exactement le même genre de phase, c'est juste qu'on n'y fait pas forcément les mêmes actions, ça dépend juste des effets en question. Et on va pouvoir voir tout ça. On va commencer avec un combo assez connu, carte d'exécution et Amano Iwato. Ce dernier étant un monstre spirit, on doit activer son effet durant la phase du tour où il a été invoqué, afin de le renvoyer à la main. Et carte d'exécution nous oblige à envoyer toute notre main au cimetière durant la phase. Cependant, l'astuce c'est d'appliquer d'abord l'effet de carte d'exécution, et d'ensuite faire revenir Amano en main, afin de le conserver pour le prochain tour. Et l'astuce va même jusqu'au point où on a le droit d'appliquer l'effet de carte d'exécution d'abord, même si on n'a aucune carte en main. On va décider de réaliser l'action qui nous est imposée en la validant, même si on n'a aucune carte en main. En gros, on fait un check, mais on ne nous demande pas d'avoir une carte en main pour pouvoir dire qu'on fait ce check. C'est extrêmement étrange, hein, ça je vous l'admets, mais voilà, c'est comme ça fonctionne, ça fait des années que ce combo existe. Ça paraît toujours aussi contre-intuitif, mais c'est ainsi. Cependant, la reine incontestée de la phase, stratégiquement parlant j'entends, c'est bien Mine Mystique. La différence, c'est que elle a un effet déclencheur obligatoire qui a une condition d'activation spécifique. C'est pas Entre des Ténèbres qui doit juste activer un effet en end phase et c'est tout par exemple. Celui-là, on peut l'activer même s'il n'y a eu aucun sacrifice, puisqu'on est obligé de l'activer de toute façon. Mais pour Mine, eh bien, si les terrains n'ont pas le même nombre de monstres, l'entièreté de sa condition d'activation n'est pas remplie.
donc l'effet n'a pas à être activé. C'est pas comme si c'était un effet obligatoire qu'on devait activer, et quand il se résout, il vérifie les terrains, et puis éventuellement il se détruit. C'est pas ça, c'est un effet qui ne doit s'activer que sous une certaine condition. Mettons par exemple que j'ai activé Encre Veuve ce tour, et qu'en end phase, mon adversaire contrôle un monstre, et que moi, j'ai le monstre que je lui ai volé. À ce stade, j'ai deux actions obligatoires à faire. Activer l'effet de mine, et rendre le monstre. Je peux décider de détruire mine, puis de rendre le monstre, mais je peux aussi et surtout décider de d'abord rendre le monstre. Et oui, même un déclencheur obligatoire comme mine, il est un peu au même niveau qu'une action simple comme rendre le contrôle, puisque c'est ce que j'avais appelé les déclencheurs de phase. Donc ce sont juste des déclencheurs qui doivent s'activer parce qu'on est dans des phases spécifiques, mais pas en réponse à un timing extrêmement précis. C'est juste une phase. Donc une phase, c'est très large. Et ainsi, c'est juste une action parmi tant d'autres qu'on doit faire. Du coup, si je rends d'abord mon monstre, eh bien, par conséquent, j'aurai plus de monstres et mon adversaire en aura 2, donc la condition pour mine ne sera plus remplie, donc j'aurai plus besoin d'activer son effet, et je pourrai la garder. En revanche, si on prend la même situation, mais que c'est moi qui ai un monstre de base et mon adversaire qui a fait encre pour me voler un monstre, alors là, les possibilités vont dépendre de qui est le joueur du tour. Basiquement, le joueur du tour a le droit de proposer à son adversaire de faire une action d'abord, donc tout est théoriquement possible, mais si le joueur en face refuse, au final c'est le joueur du tour qui sera au bout d'un moment contraint de faire au moins une action obligatoire pour commencer. Et oui, on peut pas quitter une phase tant que tout le monde n'a pas fait ses actions obligatoires. Ça, c'est logique. Mais quand il n'y a qu'un seul des deux joueurs qui en a, eh bien l'autre, il peut très bien refuser de faire quoi que ce soit durant cette end phase, tant que l'autre n'aura pas fait une ou plusieurs actions obligatoires. Puisque bon, à chaque fois, il va en faire une, puis ça recommence de zéro. Faut redire, est-ce que tu veux faire, ou moi, est-ce que je fais moi, voilà. Mais tant qu'un seul des deux joueurs a des actions obligatoires qui lui restent à faire, l'autre, il peut très bien se mettre en arrière et demander à l'autre de tout faire d'abord, et ensuite, lui, il verra s'il veut faire des choses après. Et du coup, si les deux joueurs ont une action obligatoire, donc l'un détruire mine et l'autre rendre le monstre volé par encre, alors si les deux joueurs refusent d'agir, eh bien la priorité, elle incombera au joueur du tour. Dans notre exemple, c'est moi qui avais mine et l'adversaire qui avait fait encre, donc si je suis le joueur du tour, je devrais détruire mine, puis l'adversaire me rendra mon monstre, s'il le veut. Je peux toujours lui proposer, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus à son avantage de me forcer à détruire d'abord ma mine. Mais par contre, si c'est lui le joueur du tour, et du coup je peux l'obliger à me rendre d'abord mon monstre, et du coup, je ne devrais pas détruire mine. Et maintenant qu'on a terminé sur cet effet, tout dernier point sur mine mystique, en effet vous pouvez lire qu'elle empêche un joueur de faire une action, et non pas les monstres. Ça veut dire que même un monstre non affecté par mine ne pourra ni attaquer, ni activer ses effets. Bon, là, sur ce coup, quand on connaît le truc, c'est assez simple, parce qu'il suffit juste de regarder si ce sont les monstres ou l'adversaire qui doit faire ou ne pas faire quelque chose. Et d'ailleurs, on me demande souvent, donc je vais essayer de, pour une fois, mettre un point définitif là-dessus, quand on active une magie, par exemple de terrain, ces effets continus ne sont pas appliqués dès qu'on commence l'activation. Ils ne commencent à être appliqués que quand la carte s'est résolue. Donc, quand j'active mine mystique, en réponse, on peut tout à fait chaîner un effet de monstre. Il n'y a aucun problème, l'effet de mine n'est pas encore appliqué. Il faut que la carte se soit résolue initialement pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que les cartes traitées vous ont intéressé. Il en reste encore, mais je garde ça pour un épisode 8 qui devrait arriver très bientôt, en l'honneur notamment de la sortie du Soldat Dragon Sombre aux yeux rouges dans la Tinbox de cette année. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les gens!